3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine Hainaut, vous êtes avec nous, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Investment Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Alexandre Baradez nous accompagne également, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et à nos côtés, enfin, Laurent Dédier, directeur général délégué en charge des gestions chez Autingre Banque Privée. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. À vous trois, Laurent, les enseignements de cette séquence de volatilité, de secousses, de fébrilité autour de la tech, une séquence qui est d'ailleurs peut-être en train de se refermer, qui aura été brève de ce point de vue-là, puisque je le disais, le SOX, l'indice des semi-conducteurs à Wall Street, est en train de rebondir de 7%. Néanmoins, on a encore en tête ce qui s'est passé en fin de semaine dernière à Wall Street, ce matin en Asie. Est-ce que c'est juste un blip ? Ou est-ce que c'est une secousse qui doit nous rappeler à une forme de vigilance vis-à-vis de ce thème de l'IA qui génère beaucoup d'enthousiasme et qui peut être aussi un thème peut-être inflammable ? C'est une bonne question et c'est vrai qu'on commence à commenter les micro-secousses maintenant parce que comme ça a duré 48 heures la semaine dernière et qu'aujourd'hui c'est entre guillemets en train de se normaliser, on va essayer de tirer quelques conclusions. La première, c'est probablement aussi peut-être une prise de profit / une respiration. Le parcours depuis les publications des résultats du premier trimestre de l'ensemble du secteur de la tech a été alimenté par une dynamique bénéficiaire très au-dessus des anticipations. On parlait tout à l'heure de 28, 27, j'avais autour de 25 en tête, mais le marché attendait à peu près la moitié de moins. Donc il y a eu des surprises massives dans l'ensemble de la technologie sur les publications bénéficiaires. Et puis on arrive un petit peu à l'aune d'une période qui est en général pas signal d'une fin de cycle, mais en tout cas qui parfois arrive avec une fin de cycle, c'est les IPO. On a SpaceX vendredi, on sait qu'il y en a 2 très grosses derrière qui sont en train de s'enregistrer, qui vont arriver prochainement aussi dans les semaines à venir. Et en général, quand la liquidité se trouve plus dans les marchés privés, les gens plus intelligents que certains investisseurs publics commencent à passer la patate chaude au marché financier. Et donc, est-ce qu'on arrive à un moment où la bulle va prendre... Parce que bulle, il y a sur certains petits segments une respiration plus large. Est-ce qu'on est au sommet ou pas ? Voilà, il va y avoir beaucoup de mécanismes. Il y a des gens qui vont faire de la place parce que les évolutions des indices vont amener, entre guillemets, ces sociétés à avoir une pondération rapidement dans les indices, ce qui veut dire qu'il y a de l'argent actif et passif qui va s'investir dans SpaceX. Globalement, je regardais, on parle de 30 milliards d'achats potentiels dans les prochaines semaines par le passif. C'est non négligeable. Donc, il va falloir financer en faisant de la place, en vendant quoi ? Globalement, les candidats les plus liquides, donc des Nvidia de ce world, de ce monde, sont clairement des candidats à la liquidité. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, les investisseurs sont plutôt assez surinvestis actions et très peu pondérés sur la liquidité, sur le cash, on a du mal à imaginer de nouveaux investissements venir des actifs les plus défensifs, que ce soit le cash ou les obligations. Et donc, c'est dans l'univers equity qu'il va y avoir de la rotation ou qu'on va faire de la place. Donc oui, bien évidemment, on arrive dans cette période qui, en plus, est toujours une période de transition, moins de communication des sociétés, les résultats semestriels qui seront plutôt fin juillet, début août. Donc on est un peu dans cette période où il y a un calme plat micro, donc la macro reprend le pouvoir, il y a des conférences, il y a des calls. Le marché va trouver une petite occasion de respirer. L'arrivée et le calendrier de ces méga IPO, est-ce que ça nous fait réfléchir sur l'idée d'un pic boursier de l'IA, Laurent ? Je crois que c'est encore trop tôt pour mesurer la capacité de ce marché à dire c'est le pic ou pas. Pourquoi ? Parce que tant qu'on a cette vague d'investissement très forte devant nous en termes de capex des hyperscalers, on a aujourd'hui une incapacité à traduire la rentabilité future de ces nouveaux investissements. Et je pense qu'on y verra, alors ce n'est pas une réponse de Normand, un peu plus clair à un horizon de 12 mois. Et donc l'année 2027, elle sera assez charnière parce qu'on verra si l'investissement additionnel génère une marge rentable et supérieure à celle qu'on espérait ou pas. Entre les deux, je pense qu'il est trop tôt pour imaginer la rentabilité, donc le marché va continuer à acheter la dynamique d'investissement. Bon, on voit dans les projections des analystes, alors c'est très lointain, mais c'est à partir de 2028, je crois qu'on voit les cash flows des Mag 7 recommencer à décoller, d'une certaine manière, ce qui serait le reflet effectivement de la monétisation des investissements réalisés entre-temps. Exactement, dans les modèles des analystes, à partir de 2028, la séquence d'investissement, donc de CAPEX, ralentit, donc la dérivée seconde sera moins bonne, et ça le marché va devoir aussi prendre conscience en se disant, si j'ai une dynamique moins forte, comment je valorise les sociétés, mais en même temps, on devrait avoir une accélération très forte des profits et de la transformation en rentabilité de ces CAPEX des 2 dernières années et qui nous accompagneront encore sur 18 mois. Et donc, c'est le point, je pense, pivot pour le marché. Dire un pronostic, mais autour de la mi-27,
le marché y verra plus clair sur sa boussole d'investissement IA. Moment de rendez-vous pour savoir si on est dans la trajectoire ou si on s'est écarté effectivement de cette trajectoire qui est pour l'instant signalée par les marchés, les analystes. Alexandre, votre lecture quand même de cette séquence de micro-secousses, effectivement, qui est peut-être en train de se terminer sous nos yeux, avec les propos d'un Jensen Huang ce week-end, au-delà du fait que Nvidia a noué un deal pour designer des puces mémoire avec SK Hynix, l'un des grands champions sud-coréens. Jensen Huang et d'autres patrons de l'IA maintenant nous livrent leurs recommandations boursières. C'est-à-dire que pour lui, c'est buy the dip, c'est la chance historique pour tous les investisseurs qui n'étaient pas suffisamment investis dans l'IA de pouvoir en mettre ou en remettre. Aujourd'hui, il n'a pas eu tort. Ouais, effectivement, il n'a pas eu tort aujourd'hui. Mais après, c'est vrai que la période trader Jensen Huang. Ouais, la période actuelle, elle ressemble, je trouve, un petit peu à ce qu'on avait finalement en fin d'année dernière, octobre, la séquence octobre, novembre, décembre, et un peu début d'année. C'est-à-dire qu'on a vu un sommet sur le Nasdaq au octobre, novembre, une phase d'abord un peu latérale, un peu de distribution, une petite correction, puis la guerre en Iran qui avait un peu fait baisser, avant d'avoir les très bons résultats, effectivement, du premier trimestre qui commençaient à arriver. Et on a l'impression qu'on se retrouve à nouveau au même point. C'est-à-dire, le rallye est parti, très gros rallye, 30%, plus de 30% sur le Nasdaq, les semi-conducteurs qui ont doublé dans l'espace de quelques mois. Et donc, avec la séquence des derniers jours, Alphabet, puis Meta, cette volonté de lever des dizaines de milliards par l'émission d'actions nouvelles, on se repose la question du modèle financier, du besoin en cash. Donc les capex, effectivement, on les connaît, ils sont absolument stratosphériques, mais comment on finance ça? Et c'est vrai que jusqu'à présent, les modèles habituels, c'était sur le cash et par la dette. Un peu d'obligation, ça faisait peur à personne. Alphabet a lancé quelque chose de nouveau, plusieurs dizaines, 85 milliards, donc c'est quand même des montants très, très conséquent. Et du coup, Meta va faire un peu pareil. Et puis, qui est le prochain? Parce que probablement, ils ne seront pas seuls. Et là, on a l'impression, du coup, que la question de l'interrogation des investisseurs sur le modèle de financement est un peu différent, parce que faut aussi rappeler qu'un des vents le vent dans les voiles qu'on avait en partie pour ces boîtes-là, ils pas sur la croissance des bénéfices, mais de manière très récurrente, il y avait des rachats d'actions. Donc, on diminuait régulièrement le flottant. Et là, on repasse un peu sur autre chose. Ou alors, c'est un peu le modèle des sociétés aussi. C'est très bien de faire, de financer par ce biais-là. Mais on passe un peu sur l'autre versant. C'est-à-dire qu'on concentre plus tellement désormais les actions, on va en émettre de nouvelles, et donc on change un petit peu de modèle au moment où, sur l'ensemble des marchés américains, le dividend yield aussi, si on prend le SP500, il se rapproche, je sais pas dangereusement, mais il se rapproche sous l'1% en tout cas. Donc, quel est l'incentive pour un investisseur aujourd'hui qui aurait par exemple raté ses rallyes ou qui ne serait pas complètement à se dire il faut que j'y aille maintenant parce que le plus gros est devant moi? Est-ce que la succession de rallyes qu'on a eu finalement depuis 2022, le thème IA, il a commencé à prendre au sortir d'un peu de sortir juste après le début de la guerre en Ukraine? Ça a commencé en 2022 et on a eu 2-3 ans vraiment intenses. Voilà. Et donc des rallyes successifs. Donc se dire on a eu un très gros rallye depuis 2 mois, est-ce qu'il faut buy the dip sur 5-6% de baisse et attendre les 30 ou 40% restants? Moi, il y a juste un élément, et on a déjà parlé ensemble à la dernière émission, donc c'est un élément qui est quand même récurrent, mais qui n'est pas soldé à ce stade. C'est la participation des actions au rallye. Quand vous regardez toute la séquence des rallyes, même le rallye Covid et puis tout ce qui a suivi derrière, vous avez dans ces rallyes successifs, 2021-22, puis 2024, puis donc il y a 3-4 rallyes, le nombre d'actions qui participent au rallye, c'est-à-dire qui sont au-dessus de leur moyenne de 200 jours, grosso modo, diminue. Donc aujourd'hui, le dernier rallye s'est fait, le gros rallye, avec à peu près 50% de boîtes au-dessus de leur moyenne de prix de 200 jours. Ouais. Le rallye post-Covid, c'était quasiment 100% des boîtes. Et comment il faut le lire ça, Alexandre? Il y a de la place pour que ça s'élargisse, ou au contraire, c'est en train de se fragiliser pour devenir un rallye au pied d'argile? Moi, j'y vois une divergence. C'est-à-dire que je vois des rallyes de plus en plus nombreux, de plus en plus beaucoup de rallyes, mais avec de moins d'actions qui participent. Donc le verre à moitié vide, c'est de dire divergence baissière. Donc il y a quelques moteurs qui sont très très allumés et qui sont un peu les mêmes et qui vont commencer à refroidir, parce qu'on ne peut pas aller faire des 50% tous les 2 jours. Et si le moteur de ceux qui n'étaient pas présents ne se rallume pas à ce moment-là, c'est là qu'effectivement on peut avoir des 20-25% de correction assez facilement. Le verre à moitié vide, c'est de dire finalement il y a 50% d'actions grosso modo qu'on peut participer, à elles de se rallumer maintenant. Est-ce que c'est possible quand on voit qu'effectivement il y a des segments manufacturiers autres qui repartent un petit peu? Est-ce que ça peut se rallumer de ce côté-là? Peut-être. Moi, j'y vois plutôt une divergence baissière. J'ai quand même l'impression qu'on est mûr pour avoir quelque chose, et surtout les valorisations aussi. C'est-à-dire que à 21 fois et demi les bénéfices aujourd'hui anticipés, le marché des attentes bénéficiaires qui sont quasiment équivalentes à celles qu'on a eues au premier trimestre. Oui, mais quelle est la réalité des bénéfices? Regardez. Oui. Quelle est la trimestre au moins déjà sur 12 mois, c'est au moins sur 4 trimestres. Et déjà. Si les bénéfices font mentir les analystes à chaque trimestre, que vaut le PE mais dans un environnement ajusté aujourd'hui, quoi. Je suis d'accord, c'est tout à fait juste. Après, la question de l'environnement de taux élevé aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un sujet, moi j'ai l'impression qu'on l'a un peu vite oublié, il s'est un peu rappelé ces derniers jours, c'est
il faut bien se rendre compte que dans un environnement de taux élevé, il y a pour les consommateurs ce que ça représente, c'est-à-dire les moins fortunés en termes de coûts de crédit et coûts de crédit IMO, ça c'est pour la macro, le bas du cas, mais il y a aussi pour la sphère un peu haute, c'est-à-dire le crédit privé. Et c'est vrai que tant que l'environnement de taux reste aussi élevé, que la Fed n'a pas de marge de manœuvre pour baisser le coût de l'argent, je vois pas comment la sphère crédit privé, et on a eu à nouveau ces derniers jours des annonces sur des Partners Global en Suisse, sur un fonds Evergreen de private equity. Oui. Et Blackstone aussi, qui a remis des gates sur une de ses stratégies. Tant que les taux se détendent pas, j'ai l'impression qu'on a une économie américaine qui est quand même très résiliente. Il faut voir les ISM, ça tient bon. Mais on sent qu'il y a de la force liée au CAPEX, la force liée aux 20% d'Américains les plus riches. Et on a l'impression qu'il y a une part de l'économie qui ne contribue pas à ce qu'on voit de l'économie américaine. Alors c'est l'autre version de l'histoire, l'histoire des taux, bien sûr, Valentine. C'est vrai que pendant tout le rebond du Nasdaq, là, à point bas fin mars, c'est ça, il reprend 30% quasiment jusqu'à la semaine dernière, Alexandre. On a l'impression que ce thème de l'IA était complètement insensible au taux. Et puis vendredi, tout s'est un peu entremêlé, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu des prises de profit un peu appuyées sur le thème de l'IA, la publication de Broadcom, mercredi soir avait un peu déçu, etc. Les grandes IPO arrivent. Et tout ça s'est fait sur fond de nouvelles jambes de correction du marché obligataire, plutôt liées à l'aspect macro, et notamment à la publication du rapport du travail américain. Alors, ce qui est très amusant, c'est que c'est un sujet qui passionne les investisseurs actions, la tech, mais c'est aussi un sujet qui passionne les économistes. Et moi, maintenant, je suis stratégiste auto. Je commence à regarder de très très près les résultats des boîtes de l'IA, les projections de croissance des profits revus à la hausse, les projections de CAPEX. Qu'est-ce que vous pensez du profit de cette boîte pour 2027, pour 2028? Donc maintenant, je suis très très intéressée par tout ce qui se passe du côté action. Si on regarde la croissance américaine au T1 reste très correcte, on voit que l'économie américaine est très peu impactée par le conflit au Moyen-Orient, mais il y a deux grosses jambes à cette croissance. C'est la conso des ménages les plus riches, c'est un effet richesse. C'est le marché action, c'est la performance des boîtes sur la tech. Et l'autre, c'est ces fameux investissements des entreprises, des 5 grandes boîtes de la tech. C'est entre 700 et 800 milliards, c'est 2% du PIB. Et ces investissements-là, de 5 entreprises, ça contribue à presque la moitié de la croissance du PIB américain. Donc on n'est même plus en train de parler de quelque chose qui est anecdotique pour la croissance américaine. On est en train de parler de quelque chose qui est le pilier de la croissance centrale. Ouais. Alors moi, ce que je me dis, c'est c'est pas soutenable. Je me dis pareil, les taux, il va falloir faire quelque chose avec les taux pour que ce soit soutenable. Avoir comme ça une conso, juste un effet richesse, et les CAPEX juste sur 5 boîtes, pas forcément quelque chose de soutenable. Parce qu'en effet, on voit que les conditions de financement pour toute une partie de l'économie américaine sont aujourd'hui restrictives. Les taux de défaut sur les cartes de crédit, 8%. C'est en général ce qu'on a quand on a des taux de chômage élevés. Mais c'est les consommations des ménages les moins élevés, enfin les 20% les ménages les moins riches, ça consomme très peu, donc ça pèse pas franchement d'un point de vue macro. Les petites entreprises, on voit aussi que la croissance de l'endettement des petites boîtes reste assez faible. Une petite entreprise aux États-Unis, ça se finance sur les taux courts. Et on voit les taux 2 ans réels, c'est un peu cher aujourd'hui pour ces petites boîtes-là. Et le marché de l'immobilier, alors là, il est complètement à l'arrêt. Oui. Complètement à l'arrêt. Les ventes de biens existants, on est sur les mêmes niveaux que la crise de Lehman. Donc on a vraiment une économie aujourd'hui qui est tirée par la tech. La question qu'on se pose, c'est jusqu'à quel point ça va être soutenable. Mais là aussi, même question qu'avec la participation à la hausse dans les indices actions. Est-ce que ça laisse justement de la place pour que ce thème du CAPEX se diffuse à d'autres segments de l'économie? Je sais pas, le marché est en train de découvrir une boîte comme Valeo, qui a fait un refroidisseur pour un data center. On se demande si ça va pas devenir une boîtière. Donc évidemment, le marché force le trait. On grossit les choses. Mais sur le plan macroéconomique, c'est quand même ce qu'on va guetter. Alors moi déjà, ces 5 boîtes-là, pour moi, vont déjà soutenir la croissance plus longtemps que ce à quoi on s'y attendait. Moi, je m'étais dit, fin 2026, cette histoire, elle est terminée. L'économie américaine va devoir trouver des nouveaux relais. Là, ça va peut-être ça tient dans le temps. Ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps parce qu'on a déjà revu à 1000 milliards pour l'année prochaine. Donc ça fait en gros plus 30% sur l'année prochaine. Donc ça va être encore, ces 5 boîtes-là, ça va être encore un soutien important à la croissance américaine. Mais après, je garde quand même cette conviction, même si je la surveille de très près, que pour moi, l'idée, c'est un pari sur l'IA, l'économie américaine aujourd'hui, c'est d'avoir une expansion de ce cycle de CAPEX au reste de l'économie
Et puis après, on se dit, ces CAPEX, cet investissement dans l'IA, ça permet de générer des gains de productivité sur l'ensemble de l'économie américaine. Et là, les gars, le pari, il est gagné, c'est Trump. J'ai fait un déficit à 5-6%, j'ai soutenu mon économie. C'est 5-6% de déficit. Donc ça, c'est les Trumponomics avec Kevin Warsh à la Fed. Et Kevin Warsh, donc ce pari, il est gagné. Donc donc on peut baisser les taux, soutenir etc. la partie de l'économie qu'on a besoin, etc. Donc pour moi, quand même, pour avoir bon, déjà cette croissance, ça va rester plus élevée plus longtemps. C'est déjà la première chose par rapport à ce que je pensais initialement. Mais après, pour garder cette expansion du cycle de CAPEX, je reste quand même convaincu qu'on va devoir avoir des taux un peu plus bas. Voilà, ça reste ma conviction. À quel horizon ? Oui, non, mais j'entends. Parce que là, l'histoire des taux qui baissent. C'est pas une histoire. C'est pas une histoire de c'était l'histoire de début d'année quand même. Voilà. On partait sur 2-3 baisses de taux de la Fed. Pourquoi pas marche forcée avec Kevin Warsh qui aurait eu peut-être un peu plus de marge de manœuvre, etc. Cette histoire-là, elle a disparu. Pour moi, ça reste plutôt une histoire maintenant, fin de l'année prochaine. Fin 2027, d'accord. Donc, fin 2027. Cette année, on va encore avoir l'économie tenue par ces boîtes. Après, on a une inflation aujourd'hui qui est beaucoup trop élevée. Mais je pense que fin 2027, si on veut continuer d'avoir une croissance au-dessus du potentiel, je pense qu'on a besoin de taux courts un peu plus bas. C'est une histoire qui est décalée dans le temps. Elle est quand même aujourd'hui décalée dans le temps. Ouais. Bon, ces histoires de participation, de diffusion des CAPEX, comment vous regardez ça, Laurent ? Et je reprends ce que disait Alexandre, effectivement, de voir qu'il y a la moitié de l'indice qui ne participe pas ou pas suffisamment. Est-ce que ça veut dire que c'est un potentiel, un réservoir potentiel de hausse pour demain ? Ou est-ce que c'est le signe de la fragilisation quand même de cette dynamique ? Je pense que les 2 angles d'analyse sont bons, mais on a envie de prendre le pari du verre à moitié plein. Ouais. Donc nous, on pense que la diffusion dans l'économie réelle est en train de se mettre en place. Et on voit quand même pas mal de signaux. J'entendais tout à l'heure les messages sur la reprise industrielle. C'est vrai que ça fait 4 mois que l'ISM américain fait des nouveaux plus hauts, en tout cas à un très bon niveau. Qui aurait imaginé dans un environnement avec une incertitude géopolitique massive sur une disruption totale sur le détroit d'Ormuz et le pétrole, imaginer les indices cycliques américains accélérés. C'est la même chose sur l'immobilier, mais l'immobilier est un peu repris pour de bonnes raisons. Mais quand on regarde, il y a des sous-enquêtes, il y en a une qui s'appelle le Doge, aujourd'hui qui est en très forte accélération, donc il y a des permis en hausse de 6%, alors sur des niveaux, comme vous disiez Valentine, très bas, mais ça monte, et quand on regarde la partie data center, elle monte de 45% depuis le début de l'année, donc il y a un frémissement aussi de ce côté-là. Alors bien sûr, j'oublie pas, et je vais pas masquer les chiffres un peu décevants de Walmart il y a une dizaine de jours, et ainsi de suite, mais on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui militent pour un élargissement et une accélération de l'économie américaine, une fois encore, dans un contexte de taux élevés, avec une Fed qui est neutre, j'ai envie de dire, et c'est déjà plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on aurait pu avoir un scénario différent. Les chiffres de l'emploi la semaine dernière traduisaient comme une économie qui est assez saine. Donc nous, on prend le pari qu'il faut continuer un petit peu à investir de manière plus large sur le marché américain et réduire la concentration sur la tech. Donc c'est un biais qu'on a pris depuis la semaine dernière. Donc ça veut dire des indices équipondérés, par exemple. Est-ce qu'on descend aussi à aller chercher des indices Russell, qui sont aussi le tissu de petites et moyennes entreprises américaines ? Oui, clairement, aujourd'hui, c'est ça. C'est de renforcer l'exposition à travers un élargissement des indices, le Russell 2000, le S&P 500 Equal Weighted, et réduire, entre guillemets, la pondération très forte, parce que je pense quand même qu'il peut y avoir un peu plus de respiration. Les phénomènes techniques et de liquidité des prochaines semaines, j'ai envie de dire, on ne les maîtrise pas, donc quand on ne sait pas trop où globalement ces marchés peuvent aller à cause de ce phénomène non maîtrisé, la prudence, c'est peut-être de rester neutre et puis d'acter une fois que ça a été qualifié. Est-ce que ça veut dire aussi que d'autres zones géographiques peuvent profiter d'un nouveau momentum ? Je pense bien sûr à l'Europe. Alors, en Asie, il y a de la tech dans les indices, donc on joue aussi la tech en Corée du Sud, à Taïwan, bien sûr, au Japon. En Europe, on a un peu de tech, mais on vient généralement jouer autre chose. J'aurais envie de vous dire oui pour l'Europe, mais malheureusement, je ne vais pas aller dans votre sens. Généralement. Pourquoi ? Parce qu'une fois encore, même si l'expression est facile, on n'est pas les dindons de la farce, mais on est quand même un grand perdant aujourd'hui sur le coût de l'énergie. Même si depuis 2022, l'Europe a très fortement fait évoluer son mix vers plus de renouvelables, notre indépendance énergétique, elle est loin d'être atteinte aujourd'hui. Et les investissements qu'on met, puisqu'on est drivé par les CAPEX, on achète les CAPEX aujourd'hui, on investit quand même dans l'électrification, dans l'autonomie énergétique, etc. Mais c'est par exemple un facteur. Si, ça se paye en bourse, et on voit des sociétés ou des segments, les industriels qui bénéficient de ces CAPEX, les boîtes de clean tech, donc d'énergie renouvelable, en bénéficient. Et c'est plus intéressant sur l'Europe centrale, c'est-à-dire la France,
ou du Sud, particulièrement l'Espagne, parce qu'on a un mix énergétique de production qui est très faible. Mais quand vous regardez la situation de l'Italie, de l'Allemagne, des Nordiques ou du UK, alors il y a quelques exceptions dans les Nordiques, comme la Finlande, aujourd'hui, ils ont un coût de l'énergie et de la production électrique qui est encore très élevé, qui les rend moins compétitifs. Donc, on a un problème de mix énergétique, même si on est en train de résoudre le phénomène. Ça ne fait que 4 ans que l'Europe s'est réveillée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et notre dépendance très forte. Voilà, donc l'Europe ne bénéficie pas de ça. Moi, je vois toujours le même attentisme qui est lié à la politique domestique et géopolitique, c'est que les taux d'épargne n'ont pas d'évolution particulière. En France, en tout cas. Ils sont normalisés dans d'autres économies. Oui, mais à des niveaux historiquement élevés. Donc l'incertitude, voilà, il y a une surépargne qu'il faudrait un peu stimuler. Puis le mouvement d'après, ça va être une bonne discussion pour les prochaines heures pour vous. C'est que la BCE va aller quand même dans le sens d'une remontée et d'un petit tour de vis supplémentaire de 0,25. Et puis voilà, et puis après il y a l'incertitude de la prochaine présidence de la BCE qui va nous animer pendant quelques temps, avec deux candidats en Espagne et aux Pays-Bas qui sont challenging, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'espagnol, qui a beaucoup de grandes qualités, mais clairement, oui, aujourd'hui j'ai du mal à imaginer, très honnêtement, notre préconisation, c'est un peu moins d'Europe, toujours un peu plus d'émergents en alternative aux États-Unis. Je voulais juste rebondir sur la Fed. C'est vrai que moi, j'ai dans l'idée que la Fed doit baisser ses taux, mais pour moi, il y a deux choses vraiment à suivre sur ce pari qui est beaucoup moins évident que le pari de la zone euro, où je vois vraiment la BCE devoir rebaisser ses taux après les avoir montés, que si on voit une reprise de ce cycle de CAPEX dès maintenant s'élargir sans forcément avoir des baisses de taux, ce sera bien moins nécessaire pour la Fed de véritablement baisser ses taux. Et puis l'autre point, c'est si on commence à revoir des pressions sur les bas salaires, c'est quelque chose que l'on ne voit pas aujourd'hui, mais on voit absolument pas aujourd'hui, mais on voit quand même qu'il reste une demande très forte les offres d'emploi, les créations de postes, et surtout sur des bas salaires, hôtellerie, restauration. Et ça, c'est quand même une des conséquences de la politique migratoire et du vieillissement de la population aux États-Unis. Et si ça, on commence à avoir des pressions sur les bas salaires, c'est vrai que ça remet pour moi en cause ma conviction que la Fed, à moyen terme, devra baisser ses taux. Il y a ce cycle de CAPEX et ces évolutions de salaire. On pourrait arriver dans l'histoire américaine avec des taux terminaux plus élevés que ce qu'on imagine aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que l'équilibre, le taux, ce qu'on appelle taux neutre, l'économie américaine, un taux d'équilibre, il est plus élevé. Loisirs, hôtellerie, restauration, on le disait entre nous, Laurent, vous le disiez, il faudra suivre les chiffres avec l'évolution de la Coupe du Monde, liés au marché du travail. Il y a eu beaucoup d'embauches dans le secteur loisirs, hôtellerie, restauration, en amont de la Coupe du Monde. Est-ce que tous ces emplois seront maintenus à l'issue de l'événement? C'est pas certain. Si on regarde l'histoire de 94, c'est vrai que ce mois-ci, on a eu 4 fois plus d'embauches que les 6 mois précédents dans ces segments. Et en 94, à partir de juillet, une fois que la Coupe du Monde s'était terminée, globalement, tout le monde était retourné dans une normalité. Donc il y a peut-être pendant un petit trimestre une légère pression qu'il faudra, entre guillemets, neutraliser dans l'analyse de long terme. Bon, s'il y a des interrogations, effectivement, sur la trajectoire un peu structurelle de la politique monétaire américaine, en revanche, vous le disiez, Valentine, vous en avez beaucoup moins sur la trajectoire de la politique monétaire en zone euro, avec une BCE qui va donc monter ses taux pour les rebaisser ensuite en 2027, c'est ça l'idée? Moi, franchement, autant la Fed, je m'interroge, je regarde de près, je m'interroge sur ces chiffres de l'emploi. On voit quand même que le taux de chômage de long terme sur les États-Unis remonte. Donc, c'est pas non plus un marché de l'emploi qui est très riant aux US. Mais franchement, en zone euro, ça me paraît C'est un no-brainer? Je dirais, en zone euro, pour moi, déjà, on doit parler de hausse de prix et pas d'inflation. On a une hausse de prix, de l'inflation, c'est une hausse des prix généralisée et auto-entretenue. C'est quand même une différence avec la hausse de prix que l'on voit aujourd'hui. Ça veut dire que pour moi, il faudrait quand même aujourd'hui qu'il y ait un marché de l'emploi qui soit un peu plus tendu avec des hausses de salaire. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est pas vraiment le cas. On a on a une hausse du chômage en France, mais même en Allemagne, on a des pertes d'emplois sur l'industrie. Donc on n'est plus du tout, par exemple, si on compare. Le rapport de force sur le marché du travail a changé. Il a changé complètement. Maintenant, on est sur 1 million de créations d'emplois sur 12 mois en zone euro. En 2022, on était entre 4 et 5. Si on regarde les croissances des salaires aussi, on est tourné un peu au-dessus de 5, autour de 5 en 2022. Maintenant, on est à 2%. On n'est plus du tout dans la même configuration. Ça n'enlève rien au fait que la Banque Centrale Européenne est aussi, d'une certaine manière, la gardienne des anticipations.
et des taux longs, même si elle maîtrise les taux courts, elle est là quand même pour s'assurer que les taux longs permettent à l'économie de continuer de tourner normalement. Donc si elle fait pas ce travail... Elle fait son job, elle maintient ancré les anticipations d'inflation. Bon, j'ai ma petite blague, il faudrait pas que les anticipations d'inflation dégringolent, parce qu'elle doit aussi les maintenir ancrées à 2%. Ouais. Et quand on regarde les niveaux des taux longs, pour moi, en zone euro, ils sont quand même un sujet, ils sont quand même élevés, les niveaux des taux réels, si on parle pour des pays comme la France et l'Italie, alors qu'on est vraiment dans un environnement où on dit, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, il y a un vrai sujet de gain de productivité en zone euro, il faut augmenter les investissements, on doit franchement renforcer notre souveraineté, le digital, numérique, etc., l'énergie. Avec ces niveaux de taux longs, ça me paraît être quand même quelque chose de compliqué. Après, la BCE, elle a son job, c'est l'inflation, elle monte ses taux, elle fait son job. Les anticipations d'inflation vont rester bien ancrées, mais pour moi, il faut quand même garder à l'esprit, marché de l'emploi, c'est plus le même que celui qu'il y avait il y a quelques temps. Les niveaux de taux sont plus les mêmes non plus. Hein. Mais donc, ça veut dire que la BCE va pas y aller, va pas y aller bille en tête, malgré des discours un peu durs ici et là, de Schnabel ou d'autres. Je dis pas qu'ils y vont en traînant des pieds, mais ils y vont quand même avec une certaine dose de prudence pour ces hausses de taux ou cette hausse de taux assurantielle. Formidable les discours, ça permet à coup gratuit à coup gratuit non, parce que sur les marchés ça se traduit quand même par une révision des anticipations. Mais ça permet de maintenir ancrées les anticipations d'inflation. Après le vrai sujet, c'est comme pareil qu'aux États-Unis. Hein. Pour les grandes boîtes, tout va bien parce qu'elles ont accès au marché, on voit pas de sujet. Moi je vois les entreprises du high yield. Il y en a quelques-unes qui souffrent, mais c'est bien identifié, absolument pas systémique. Par contre, on a globalement, et ça c'est un sujet global, un sujet avec les petites boîtes, où on voit qu'elles font face à des conditions de financement plus difficiles. On voit les taux de défaut remonter pour les petites entreprises. Donc pour moi, voilà, donc il y a quand même, je dirais, un environnement, marché de l'emploi, l'environnement de demande, l'environnement de taux, l'environnement de financement des entreprises, l'activité de crédit, qui plaide pour moi pour aller 1-2 hausses de taux pour la forme, pour et après de revenir rapidement à 2%. C'est pas un cycle de hausse de taux qui s'ouvre jeudi à la Banque Centrale Européenne. D'accord avec ça, Alexandre? Ce serait inconséquent de faire trop ce que le marché anticipe. Je pense ça aussi, ça freine le marché européen. J'ai pas regardé les sondages 24 heures. C'est bien. La semaine dernière, on en aura moins que ce que le marché anticipe. Oui, mais je pense c'est pour ça que j'en reparlerai, je revois ce que vous disiez. C'est vrai qu'on a vraiment 3 strates. Le marché américain, historiquement toujours plus cher, mais quand on regarde les marchés européens, le stock 600, il a 15 fois les bénéfices anticipés. Si vous regardez sa moyenne sur 10 ans, c'est sa moyenne. Donc, il est pas au-dessus, pas en dessous, donc on est sur des niveaux de prix à peu près normaux. Et en dessous de ça, vous avez l'Asie, c'est-à-dire qu'on parle des émergents, on recourt sur les émergents, mais évidemment tirés par les boîtes sud-coréennes, alors que normalement dans le MSCI Emerging, vous avez quand même beaucoup de Chine. Et il y a un grand absent des rallyes, en tout cas sur la tech ces derniers temps, c'est l'Asie, et ça se paie rien du tout. Et c'est là qu'il faut se poser la question, soit on considère que la Chine est déjà larguée dans la course à l'IA, ce qui n'est absolument pas le cas, donc soit on sous-paye effectivement ces entreprises, moi je pense qu'on sous-paye complètement la Chine aujourd'hui. Ils n'ont pas les fournisseurs de pellets de pioche. Ils ont les grandes plateformes, ils ont les modèles, mais une Baba ou un Tencent n'est pas identifié comme un SK Hynix ou un Samsung, à juste titre. Mais pour autant, les consommateurs de ces IA, j'imagine pas une seule seconde que la Chine d'un coup va dire aux IA américaines, allez-y, installez-vous et free lunch. Ça va être comme d'habitude, on va quand même protéger le marché, on va peut-être finir un peu de plus Nvidia pour rendre service à Trump en échange d'autres choses à côté, mais ça veut dire que c'est comme tout ce qu'on avait avant sur l'auto ou sur d'autres secteurs, ça va devenir un secteur qui va être puissant à un moment donné, sera consommé par les Chinois et par les entreprises chinoises. Donc j'ai du mal à considérer que des boîtes comme Tencent, Alibaba ou d'autres se paient en moyenne à moins de 15 fois les bénéfices, qui est complètement fou pour de la tech. Et même pour regarder l'équivalent du Nasdaq chinois, donc le Hang Seng Tech, j'ai regardé le sommet de 2021, donc qui était le sommet un peu post-euphorie, post-Covid. Le Nasdaq, c'est x2 depuis. Le Hang Seng Tech, c'est moins 50% depuis. Donc on se dit, si on n'achète pas la tech chinoise maintenant à ces prix-là, c'est qu'on ne croit plus à la Chine, on ne croit plus à leur capacité à copier ou à développer des modèles. Donc je trouve qu'il y a des vraies opportunités en ce moment sur la Chine, vraies, et qui sont freinées peut-être aussi par la question un peu d'Iran, de coût de l'énergie, etc., un peu comme l'Europe, mais c'est vraiment pas cher. Et l'Europe, je la trouve effectivement attractive parce que je trouve qu'on a... Donc c'est une bonne manière, entre guillemets, de rester dans la tech tout en diversifiant son risque. Oui, parce que je trouve qu'il y a tellement de risques déjà. Après, c'est le risque politique, le risque géopolitique,
géopolitique aussi avec l'Iran, le coût de l'énergie, un peu l'atonie de l'économie chinoise, mais pour autant, il y a des signaux qui montrent que l'immobilier, ça s'améliore tout doucement, mais ça s'améliore quand même. Le gros du choc est passé pour l'immobilier chinois, donc j'ai l'impression que ça vaut vraiment pas cher. Ah ouais. L'Europe, ça vaut son prix, et on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, à savoir que si effectivement il y avait un deal avec l'Iran, d'un seul coup, hop, un vrai deal cette fois-ci, le pétrole qui repasse sous les 80 ou $70, tous ces effets dont on parlait, c'est-à-dire les anticipations de 2-3 hausses de taux de la BCE, ça va s'évaporer fondre comme le soleil. On peut détricoter très vite complètement. Et l'inflation en euro, il faut bien se rappeler que décembre, janvier, février, on a eu un mois à 2%, 2 autres mois à moins de 1%. On était à 1,7 sur l'inflation globale. Donc tout le jump d'inflation qu'on a eu en zone euro, on a 3% maintenant, c'est que uniquement lié aux effets de la guerre en Iran. Il y a une petite réaction sur le sous-jacent de 0,2, 0,3, c'est pas délirant. Donc pour moi, la bonne surprise, ça peut venir de là. C'est-à-dire que les marchés européens sont contraints, effectivement, parce que la dépense à l'énergie et le risque de hausse de taux qui est surpricé par les marchés. Si ce risque se dégrade un petit peu, tout de suite, je pense en plus sur des phénomènes de rotation. C'est-à-dire que les investisseurs qui sont rués sur la tech américaine auront des bons arguments à ce moment-là pour rebalancer un peu sur l'Europe, comme on l'a vu de temps en temps. D'ailleurs, depuis 2 ans, il y a eu quelques épisodes comme ça, un peu de rebalancement, où on a de temps en temps surperformé un peu la partie américaine. Moi, juste un petit dernier argument. Bien sûr. Sur la partie américaine, il y a 2 choses que je trouve assez frappantes. D'un côté, c'est le taux d'épargne des ménages américains qui arrive à des niveaux qui sont proches de ceux qu'on avait avant la crise des subprimes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura la même chose derrière, mais c'est quand même les repères qu'on a d'un point de vue historique, donc c'est assez marquant. Très peu d'épargne côté États-Unis. Et l'autre stat, je trouve très importante, et ça, ce qui contribue complètement à la consommation des 10-20% des plus riches, c'est que l'exposition des patrimoines américains les plus aisés aux actions, il est proche des records historiques à plus de 60%. C'est le niveau qu'on avait avant la bulle Internet. Donc, oui, même plus. Ouais, on est à 60-65%. C'est-à-dire qu'un trou d'air sur les actions américaines de 10-15%, je pense que tout de suite, vu l'exposition des Américains même le plus aisés, ça peut commencer à se voir. Donc je dirais qu'il y a c'est ça qui explique la force du rallye. Et de l'autre côté, on est tellement exposé que si ça corrige un petit peu, je pense tout de suite les effets de richesse, ça marche dans les deux sens. Je suis d'accord, ça se verrait tout de suite immédiatement sur la consommation. Une correction sur le marché action, je pense que c'est tous les ménages. Goldman nous dit que les 2 tiers de la consommation, ce qui tient dans la consommation, sont liés aux effets richesse directement générés par la hausse des marchés actions. Et si le taux d'épargne est bas, c'est bien parce qu'on a un excellent rendement sur leurs actifs. Et si nous, nos taux d'épargne est aussi élevé, c'est que le rendement sur nos actifs est quand même beaucoup plus faible. Comment on diversifie son risque là aujourd'hui, Laurent? Alors, les États-Unis, la tech, ça reste évidemment des guides importants, mais comment on se diversifie? Est-ce que d'aller jouer de la tech chinoise ou asiatique moins chère, est-ce que c'est une bonne manière de se diversifier? Et est-ce que on peut même regarder au-delà de l'IA? Est-ce qu'il y a de la vie en dehors de ce seul thème de l'IA qui bouge, qui se déplace? Alexandre disait un point qui était un peu dans la continuité de mon propos. Je pense que les émergents et la tech dans les émergents, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'on va tous avoir dans nos maisons respectives et dans nos missions respectives à un moment une discussion avec les directions financières, parce que quel va être le coût de l'utilisation de notre IA et du coût de notre token au fur et à mesure qu'on est tous, entre guillemets... très consommateur, voilà. Donc peut-être qu'à un moment ou à un autre, on va nous dire, ok, il y avait une économie d'un coup, mais vous n'avez pas bien vu la charge de l'en face. On se calme, ou on ira chercher des modèles chinois qui sont quand même très performants pour beaucoup moins cher. Donc sur certains périmètres, on pourra y réfléchir. Donc nous, on aime bien les émergents. Pour jouer les émergents, et c'est quand même ces méga tendances, on trouve que les matières premières qui ont baissé sont aussi intéressants en termes d'actifs, de décorrélation, de protection, que ce soit les métaux précieux, mais aussi les métaux de la transition. On trouve qu'il y a quand même un thème d'investissement séculaire qui est assez sexy. Et comme c'est quand même assez volatile depuis quelques semaines, quelques mois, il y a des bons points d'entrée. Donc on s'intéresse à ces sujets-là. Indépendamment du sort d'Ormuz, par exemple Complètement, complètement, parce que globalement, on voit bien que c'est très... La digitalisation, l'électrification et l'IA sont excessivement consommateurs de matières premières. Et donc, on a l'impression qu'il faut continuer à renforcer les portefeuilles qui sont quand même plutôt mondialement pas très pondérés sur ces sujets-là. Et puis, je pense que je conforterai certains propos. Comme on pense que les banques centrales vont pas non plus nous faire un coup d'accordéon, même si la BCE a été traumatisée par son raté de 2022, et d'avoir dit non, il y a une transition de l'inflation, c'est transitoire, vous inquiétez pas. Puis après, elle a été behind the curve, elle a couru après. On trouve qu'il y a quand même un portage intéressant sur pas mal d'actifs de fixed income. Il y a de la valeur. Il y a de la valeur aujourd'hui. En Europe. Oui, en Europe complètement. En Europe, on trouve que c'est très intéressant. Et donc, dans une construction de portefeuille avec une allocation assez diversifiée, aujourd'hui, on est plutôt à dire rajouter un peu d'obligations et de fixed income
sans passer massivement surpondéré. Mais notre call, c'est un peu plus notre equity, renforcer des actifs décorrélés et remonter légèrement le fixed income. Ça ne veut pas dire qu'on veut passer un été tranquille, même si on s'y rapproche doucement. Mais on a l'impression qu'il y a une partie du chemin qui a été fait sur certains actifs, et donc on rebalance vers un peu plus de protection. C'est un équilibre qui vous paraît avec un beau portage, avec vraiment un très beau portage en ce moment. Ouais. C'est vrai que là, ces corrections des marchés obligataires et sur des parties longues, voire très longues de courbe, ça recrée des points d'entrée à sélectionner, en tout cas, Valentine. Oui, je partage ce propos. Et surtout, c'est plus vraiment un espace tranquille quand même, le fixed income. Hein. On voit que les parties longues des courbes aujourd'hui peuvent être très sensibles. Hein, s'il y a la moindre annonce de politique budgétaire, etc. Et donc, c'est pas là où on a envie d'être positionné, même si on peut déceler de la valeur, ou est-ce qu'on va prendre ce risque de volatilité? Il y a plus de valeur, après... Voilà. D'accord, c'est un équilibre entre la valeur et la volatilité. Mais il y a quand même un changement de régime, je trouve, dans l'état d'esprit des investisseurs aujourd'hui pour aller se positionner sur les parties longues des courbes. Parce que globalement, si on regarde aujourd'hui, pour moi, la carte des risques aujourd'hui, est-ce qu'on voit du risque sur les entreprises? Non. Les entreprises gèrent très très bien. Bon, évidemment, les entreprises de la tech, il y a une vague d'augmentation des capex. Mais hors ce cas spécifique de la tech, globalement, les autres secteurs, les entreprises sont plutôt dans une phase de désendettement depuis le Covid. Où est-ce qu'on a des niveaux de dette qui sont élevés et qui augmentent? C'est pour les États. Et on a aujourd'hui dans un contexte où les taux remontent. Sont élevés. Donc, on a vraiment une vigilance accrue des investisseurs face à ce risque. Donc, c'est vrai que ça fait pour moi plus de vol sur les parties longues. Mais là où je vois vraiment de la valeur, c'est pour moi les parties courtes des courbes. Aujourd'hui, je pense que le marché est beaucoup trop optimiste de penser que la BCE va monter 2 à 3 fois ses taux et va les laisser là où ils sont. Après, même chose pour la Fed, même si... Peut-être que dans 6 mois, je reviendrai, j'aurai revu ma copie. C'est possible. Si le monde change, on change d'avis, il n'y a pas de problème avec ça. Ça m'interpelle beaucoup, je le regarde de très près, mais pour l'instant, je resterai... mais sur des parties courtes, c'est des bonnes positions d'attente. Je resterai quand même sur cette conviction qu'à terme, moi, je vois quand même des taux de la Fed un peu plus bas. Donc voilà, ça fait de la valeur sur les parties courtes. Et le crédit, nous, on voit les investisseurs revenir quand même massivement sur le crédit. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas d'overdose avec le papier de la tech aussi qui arrive sur ces marchés-là, non? Je reprends mes propos. Les fondamentaux des entreprises sont solides. Oui, évidemment, ils vont émettre 300 milliards sur les marchés de dette dollar, euro. C'est pas juste un sujet dollar. Ils viennent aussi massivement mettre Mais on voit quand même qu'il y a une demande assez forte de la part des investisseurs et il y a des flux sur la classe d'actifs. C'est une question de rendement. Les rendements aujourd'hui sont attractifs et ça plaît aux investisseurs. Une minute, Alexandre, là, quelques idées un peu tactiques ou stratégiques. On dirait sur le propos sur les comos, mais aussi les matières premières agricoles. Je ne trouve pas excessivement cher. Ça connaît quand même pas mal de challenge, même avec la question des engrais, Cormouze ou autres. Je trouve que c'est un segment qui est un peu particulier, qu'on peut quand même mettre dans des portefeuilles, mais on a parlé beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la partie des métaux industriels classiques. Je pense qu'il y a encore de la marge sur des transitions longues. Et je mettrais là-dedans aussi les comos agricoles que je trouve assez peu chers. Alors que les comos, toutes les entreprises du secteur aussi. Voilà, oui, c'est ça. Il y a des entreprises qui vont trouver en bourse. Et ça, je trouve que c'est bon marché aujourd'hui. Et après, de manière un peu spéculative, c'est vrai que c'est un segment qui attire pas du tout. C'est un des pires performants depuis le début de l'année. Mais c'est la partie auto. Et je dirais 2 choses par rapport à ça. Pour qui a envie d'acheter de l'auto aujourd'hui, pas grand monde. Mais si on revient sur le système un peu de Chine, c'est vrai que si ça se détend sur la géopolitique, la baisse d'énergie fera aussi du bien au marché chinois. Si ça rebondit en Chine, ça rebondira un peu sur l'auto. Et puis si l'énergie baisse, c'est un secteur qui un petit rattrapage du secteur. Donc je dirais que de manière un peu spéculative, sur un horizon peut-être de 6-12 mois, pour un petit peu d'auto sur les niveaux actuels, pourquoi pas. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradez, IG, Laurent Dédier, Autingre Banque Privée et Valentine Hénouz, Amundi Investment Institute.